Bonjour et bienvenue dans 5 minutes 17. Votre rendez-vous en pot sur l'actualité de l'art. Quand l'été approche, je fleuris mon balcon. Ah, je ne supporte pas de voir une fenêtre sans fleurs. C'est comme une soirée SM sans menottes. On y va, mais on sait d'avance qu'on va s'ennuyer. Et je sais de quoi je parle. Je vais prendre des géraniums cette saison. Là, au soleil, vous allez être bien. Oh, un pigeon voyageur. Quelle nouvelle m'apporte-t-il? Ah, c'est une question de Nadine de Nice. Pouvez-vous nous emmener voir l'expo Monet Rothko et allez-vous raser cette moustache que vous portez plutôt mal? Eh bien Nadine, j'ai envie de vous répondre dans l'ordre, oui et non. Oui Nadine, je vous emmène voir l'expo Monet Rothko. Une rencontre qui peut paraître étonnante, mais c'est oublier combien le maître de l'impressionnisme a influencé l'un des maîtres de l'abstraction. C'est surtout un dialogue chromatique auquel on assiste. Le vert et le bleu figuratif d'ici se retrouvent là. Rothko a-t-il voulu peindre l'eau? Le ciel vaporeux de la Tamise se mute en un brouillard incandescent. Et comment ne pas entrevoir dans ce saule pleureur, peint dans les dernières années de sa vie, un chemin vers l'abstraction? Monet souffre alors d'une vue défaillante et nous livre sa perception du monde, une impression qui fait bouger les lignes et qui anticipe une nouvelle page de la peinture. Alors attention à manipuler le géranium avec beaucoup de tact. Le branchage est fragile et cassant, comme on peut le voir sur cette branche abîmée. C'est très étrange. Je ne reconnais pas mes doigts sur le plan serré, ils sont en bois. Tenez, regardez. Serré, large. Serré, large. Je me demande ce que donneraient des plans serrés sur d'autres parties de mon corps. Eh bien, pour te réparer, petit géranium, je connais quelqu'un qui a restauré parmi les plus belles fleurs du monde. Les nymphéas de Monet, rien que ça. Alors je pense que pour toi, elle pourra faire des miracles. D'ailleurs, restaurer des chefs-d'œuvre, est-ce que ça n'est pas s'immiscer dans l'histoire de l'art? Véronique Roca, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice-restauratrice, vous avez travaillé sur des œuvres qui vont de l'Antiquité à l'art contemporain. On peut citer entre autres Monet ou Antaille en ce moment dans le cadre de son exposition à la Fondation Louis Vuitton. Quels sont les dommages les plus courants constatés sur les œuvres? Alors il y a des dommages de type accidentel, un choc, une manipulation malencontreuse, du vandalisme, un dégât. On peut aussi trouver des dommages liés à des interventions anciennes de restauration qui se seraient altérées ou qui auraient été abusives. Mais le plus important, ça va être vraiment l'histoire elle-même de l'œuvre, ses conditions de conservation et les techniques utilisées par l'artiste. C'est pourquoi on peut être amené aussi à restaurer une œuvre d'art contemporain. Alors, je pense à un exemple extrême, Vanitas de Jan Asterbach, qui est une robe en viande, qui pose bien sûr de ce fait des conditions de conservation bien particulières. Il y a aussi des périodes de l'histoire où, pour des raisons morales ou religieuses, des œuvres ont été transfigurées. Oui, alors comme les repeints dits de pudeur, l'exemple célèbre de la chapelle Sixtine et du Jugement dernier peint par Michel-Ange, dans lequel les personnages masculins sont nus à l'origine et qui, peu de temps après la mort de Michel-Ange, vont se retrouver voilés pour des raisons religieuses par un autre artiste. Dans les années 80, il y a eu une très grande campagne de restauration à la chapelle Sixtine et les repeints en fait, de pudeur ont été épargnés parce qu'on a considéré qu'ils faisaient partie de l'histoire de l'œuvre également. Mais dans certains cas, on peut être amené à retirer ces repeints et ainsi à restituer l'œuvre au plus proche de son état original. Il vous arrive, j'imagine, d'intervenir sur des œuvres d'artistes du temps de leur vivant, alors pourquoi ne pas leur confier ce travail? Eh bien parce que l'artiste lui-même ne saurait pas forcément restaurer un dommage. Il pourrait peut-être refaire ce qui a été abîmé ou détruit, mais à ce moment-là, ce ne serait plus la même œuvre après, ce qui est gênant pour son propriétaire. En revanche, si l'artiste est joignable et intéressé, ça peut vraiment donner lieu à des collaborations très fructueuses. Et je me souviens notamment d'avoir pu échanger avec Pierre Soulages sur ses techniques picturales. C'était vraiment passionnant. Véronique, dans 20 ans, si je suis un peu abîmé, vous pourrez me restaurer? Ah bah écoutez, si vous n'avez rien contre un petit séjour sur une table chauffante à basse pression ou alors un petit bain d'acétone, ça peut se faire. Et maintenant, le rempotage. Voilà ce qu'il faut. Des billes d'argile pour drainer et conserver l'humidité. C'est fou comme ça ressemble à des Chocopops. D'ailleurs, s'il vous en reste, vous les servirez à vos enfants dans un bol au petit déjeuner. Ils n'y verront que du feu. Qu'est-ce qu'on dit? Merci papa. Ah, pour peu qu'on rajoute du sucre, ça bouffe n'importe quoi à cet âge-là. Ensuite, on pose notre plante dans le pot, on ajoute de la terre autour, et surtout on arrose, et on regarde pousser. Et pendant que ça pousse à Paris, ça rampe sur les murs de New York. Josh Sperling, qui sort du cadre au sens propre et figuré, expose ses dernières œuvres avec toujours cette même quête autour de la couleur. Il en aurait répertorié 1200. Dans la continuité du minimalisme d'un Frank Stella ou Sol Lewitt,
L'artiste impose ses lignes douces et sucrées et explore de nouvelles formes, un spectre coloré qui peut rappeler Vasarely et une tridimensionnalité qui donne envie de toucher, voire même de croquer. Guimauve, boule de gomme ou dragée, c'est pop et joyeux, alors on avale avec les yeux. Et si je te dis des choses excitantes, ça pourrait te faire pousser. Par exemple, j'ai de l'engrais dans les poches et je vais t'en mettre plein le pot. Ah, mais ça marche. Bon, j'ai un autre truc qui pourrait faire de l'effet, mais c'est un peu osé, hein. Bon, allez, j'y vais. Espèce de petite...